lundi 29 juillet. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est le retour sur le week-end de course qui se déroulait en Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et ça débute maintenant. Il est maintenant temps de rejoindre notre collaborateur. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit. Gilles Villeneuve, Kevin Fontaine, comment ça va? Ça va super bien, et toi, Martin? Hey, ça va super. On a eu pas mal d'actions. On s'attendait à rien de moins de Spa-Francorchamps. On a Mhm. déjà parlé dans l'épisode exceptionnellement hier, l'épisode de samedi. J'ai fait la période de qualification. On va en parler un petit peu, mais je veux avoir ton opinion sur quelques sujets d'actualité parce que même s'il y avait seulement une semaine qui a séparé notre dernier rendez-vous au Grand Prix d'Hongrie, on dirait qu'il y en a eu 3 ou 4 semaines parce qu'il y a eu énormément d'actualités. Je commence tout d'abord avec une nouvelle qu'on s'attendait. Il manquait plus que la confirmation. Esteban Ocon chez Haas. Maintenant, là, c'est chose faite. Il va être là à partir de 2025. J'avais posé la question à Jean-Christophe déjà dans un épisode de vendredi dernier, savoir, selon toi, est-ce que Haas va être une meilleure écurie avec Ocon et Berman qu'elle était présentement là, avec un gars comme Hülkenberg et Magnussen? C'est sûr que Ocon apporte une certaine expérience d'un constructeur en Alpine, Renault, et il a déjà été bon pilote d'essai chez Mercedes. Donc, il apporte d'autres informations, il apporte un petit côté peut-être que Hülkenberg a déjà été chez Renault également, là, mais il apporte peut-être un petit quelque chose de plus. C'est un pilote de talent, c'est sûr. C'est un pilote qui est quand même assez têtu aussi. Donc, ça fera pas trop changement de Magnussen. Mais je trouve que c'était quelque chose qui s'alignait vers ça. C'était dans l'air là, depuis un bon moment. Donc là, on a eu la confirmation. Je pense que c'est quand même un bon choix et je trouve que ça va être quand même assez intéressant de voir la dynamique avec Oliver Bearman. Je ne sais pas pour toi, là, mais Ocon, c'est pas un coéquipier facile et j'ai hâte de voir comment va se débrouiller le jeune Bearman là, à côté de Ocon. Ouais, c'est dur à dire. Il est dur à lire, je trouve, Esteban Ocon, parce que dans un sens, Ouais. est-ce qu'il va se sentir plus menacé le fait que c'est un jeune, donc il voudra vraiment pas laisser aucune marge de manœuvre à Berman pour ne pas mal paraître. Il va vouloir protéger son image quand on pense que Ocon laissait aucune marge de manœuvre à un gars comme Fernando Alonso. Donc, est-ce qu'il va être Mhm. tenté de vouloir mettre le pied sur la gorge du Mhm. pauvre jeune en partant là, pour lui montrer c'est qui le leader de cette écurie-là, puis de quel bois il chauffe. Là. J'ai hâte de voir ça. D'autre côté, tu sais qu'il y avait déjà une relation entre lui et Ayao Komatsu qui date dans le temps de que Ocon était pilote de réserve ou quoi que ce soit pour l'écurie Lotus là, à ses tout débuts. Est-ce que tu penses le fait Mhm. qu'il y a déjà une certaine qui se connaissent les deux, est-ce que tu penses qu'Ayao Komatsu pourrait avoir un certain pas pouvoir, mais un certain contrôle sur Esteban Ocon pour le garder dans le droit chemin ou tu es un gars comme Ocon, c'est juste incontrôlable? Bon, c'est sûr que ça peut aider aussi. Euh, je dirais qu'Ocon, c'est un pilote, oui, qui a maintenant de l'expérience. C'est sûr que bon, il a son tempérament en piste. C'est un pilote qui est très dur, qui laisse pas sa place. C'est pas pour rien que son idole, c'est Michael Schumacher non plus. Hein. Fait que ça, il y a ça à prendre en considération, mais c'est un pilote rapide. C'est un pilote qui sait être rapide. C'est un pilote qui sait être capable de convertir certaines occasions en résultats. On l'a vu par le passé. Ça se fait pas toujours, mais c'est un pilote qui est capable de le faire. Et c'est un vainqueur en Grand Prix. C'est un gars qui a déjà monté sur le podium. Donc, je pense qu'il y a eu des discussions et je pense que ça a été rapporté que ça date pas d'hier, là. Ça date pas d'il y a quelques semaines. Ça fait plusieurs mois qu'il y a eu des pourparlers avec les Curias, là. Donc, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Ocon va pouvoir apporter comme dynamique à l'écurie Haas. Ouais, même que je regardais dans des vieilles notes que j'avais, que Ocon a déjà été dans des rumeurs, même aux alentours de 2021-2022, pour aller chez Haas. Gunther Steiner, dans le temps, l'avait mis sur sa liste, même pour possiblement là, dans le temps de Romain Grosjean.
qu'on voulait remplacer ces pilotes. Là, une fois que, je sais pas si tu te rappelles la montée de lait de Gunther Steiner public après un Grand Prix à un moment donné envers Romain Grosjean et Kevin Magnussen à l'époque. Puis après ça, il y avait eu énormément de rumeurs comme quoi on avait contacté, on avait eu des discussions là, avec le clan d'Esteban Ocon. Donc, c'est pas la première fois. Finalement, bien sûr, Az n'était probablement pas son premier choix à cette époque-là, là qu'on on se retrouve dans une situation où ce que Alpine a connu des moments très difficiles. Il y a énormément d'incertitudes avec cette écurie-là. On va en parler Ouais. justement, là, ça m'emmène à mon prochain sujet. J'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus. Donc, c'est sûr que tout ça, là, ça fait que, tu sais, des fois, c'est pas le moment justement de se marier. Puis là, finalement, on continue de se parler. Puis là, finalement, on décide de dire, OK, on va. Là, le moment est bon. Je pense que le moment est opportun pour Ocon de dire, je m'en vais chez Az. Il y a pas de renouvellement de contrat chez Alpine. Puis Az va beaucoup mieux. Là. C'est pas nécessairement. Quand je dis beaucoup mieux, c'est qu'on part de loin, mais la structure Mhm. est plus solide. Peut-être que Ocon ne voulait pas nécessairement travailler sous les ordres de Gunther Steiner, mais là, que c'est Ayao Komatsu qui est en charge de l'écurie, ça change un peu la dynamique de tout ça. Là. Ouais, c'est ça, c'est une nouvelle dynamique, c'est une nouvelle mentalité aussi. Gunther Steiner, c'est un personnage aussi, là. Faut oublier, c'est un personnage assez polarisant qui a beaucoup de caractère et comme Atsu, c'est complètement son opposé. C'est quelqu'un de beaucoup plus discret et c'est un gars qui est dans la technique aussi, là. C'est ça. Moi, j'ai hâte de voir cette suite-là avec Ocon. C'est un nouveau chemin dans sa carrière. Est-ce que ça va être un plan assez long-termiste, si je peux dire, pour que l'écurie puisse aller jouer les points à la régulière et se battre avec les autres? On verra en temps et lieu, c'est sûr, mais en toute somme, c'est quand même une bonne signature d'avoir signé au code. C'est un pilote d'expérience, puis je suis sûr que ça leur fera pas de mal. Oui, exactement. Puis d'une certaine façon, là, c'est sûr qu'on a lui, on a Berman, donc au moins, on a quand même un gars d'expérience. On se ramasse pas avec Mhm. deux recrues, on veut pas Ouais. retourner là. Du côté d'Al, justement pour ça qu'on avait ramené un gars comme Hülkenberg, qu'on avait décidé de faire appel à Magnussen, lui qui avait, on l'avait remercié, puis finalement, on l'a ramené là, avec toute l'histoire de Mazepin. Mais je pense qu'on a Mhm. déjà vu ce que ça donnait de faire confiance à deux recrues. Et c'est pas évident, surtout lorsqu'on veut développer et espérer monter les échelons. Ocon, là, il s'est payé la traite aussi, aussitôt que le contrat a été signé, que ça a été Oui, oui. officialisé. Disons qu'il n'a pas mâché ses mots à l'endroit de Alpine. Il se passe énormément de choses. On a Bruno Famin qui a été remercié pratiquement un an, jour pour jour, après qu'on avait dit à Otmar Zaffanauer de prendre ses choses et de s'en aller à la Mhm. maison. Il y avait eu le dossier de Piastri, il y avait eu tout ça dans la situation qui n'avait pas aidé aussi la cause de Zaffanauer. Là, on a ramené un gars comme Flavio Briatore qui semble vouloir mettre son empreinte. Le fait qu'on a remercié Bruno Famin, est-ce que ça t'a surpris ou tu t'attendais un peu qu'il était là quand même comme intérim pour l'instant, là? Ben, ça m'a surpris, oui et non, parce que comment je pourrais bien dire ça, c'est que avec les décisions que prend Alpine depuis quelques saisons, je trouve qu'il n'y a rien d'étonnant. Donc, ça ne m'étonne pas de cette décision-là de remercier Bruno Famin. Et bon, on verra qui sera le successeur. On regarde certaines choses, puis on parle de Oliver Oaks, si je ne me trompe pas, qui Oui, exactement. est dans la Formule 2 avec high-tech. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience en sport motorisé. Donc, on n'arrive pas avec une personne qui a pas d'expérience dans le domaine. Donc, ça, je suis assez intrigué de voir qu'est-ce que ça va pouvoir donner. Euh, il reste à voir la suite des choses. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite avec Alpine. Qui est intéressant avec Oliver Oaks, comme on mentionnait justement dans notre publication Facebook ou dans l'épisode Mhm. de cette semaine dans votre guide pour Belgique 2024, c'est que Oaks est aussi le fondateur de Hightech GP. Hightech Ouais. GP a soumis sa candidature pour devenir une écurie de Formule 1 lorsque la FIA avait commencé le processus pour allonger la grille, passer à 11 écuries. Qu'est-ce que ça cache ça? Ben, c'est sûr qu'il y a quelque chose on pourrait lire quelque chose entre les lignes, quelque chose qui se trame que Oliver Oaks est peut-être là pour commencer à mettre les bases pour une transition vers high-tech.
la raison pourquoi que j'emmène ce sujet-là, c'est qu'on sait pertinemment que Renault est en train de se retirer tranquillement pas vite. Là, c'est pratiquement chose faite. Là. On pourrait dire, pour une expression que tu aimes bien utiliser, un secret de polichinelle, comme quoi Oui. que on fabriquera probablement plus de groupes motopropulseurs pour la saison 2026. Un échec dans le cas de la FIA, qu'on voulait simplifier les groupes motopropulseurs avec pour but d'emmener plus de manufacturiers. Et là, tout d'un coup, on va avoir Audi qui va s'ajouter à la partie, mais on a Renault, un géant de la Formule 1, là, qui est un manufacturier qui a énormément d'histoire. Je te nommerai pas tous les champions du monde qui ont débuté ou qui ont gagné des championnats avec Renault parce que tu les connais, mais en même temps, c'est quand même une page d'histoire qu'on tournerait de faire ça. Et c'est tout un constat d'échec là, de la part du manufacturier français de dire on n'a plus les capacités de fabriquer des moteurs de F1, donc on va se tourner vers Mercedes plutôt pour nous approvisionner dans ce domaine-là, non seulement pour le moteur, pour la boîte de vitesse ainsi que la suspension, le même partenariat un peu qu'on a déjà en place avec Aston Martin. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui te surprend? Tu le prends-tu comme un constat d'échec ou tu le prends juste comme une façon de rester en vie pour l'écurie alpine et de ne pas tout perdre? Ou toi, tu vois que c'est vraiment, penses-tu comme moi un peu que c'est juste le début vers la porte de sortie, là? À titre personnel, je trouve que c'est un échec. Pour un constructeur qui a autant d'histoire comme Renault, qui a déjà été champion et qui, depuis l'arrivée de l'ère hybride, n'a jamais été en mesure de remporter des succès, n'a jamais été à la hauteur du bloc propulseur Mercedes, de Honda qu'on voit avec Red Bull, même de Ferrari. La sauce n'a pas pris, comme on dit. Et quand on voyait les nouvelles arriver et tout, euh, je, je me suis dit, ça va finir par arriver. Les résultats sont pas là. On n'arrive pas à aller chercher l'ingrédient qui manque pour avoir une bonne fiabilité, pour avoir plus de puissance moteur, pour aller se battre avec les autres constructeurs et se dire, on est dans la game, nous autres aussi. Donc, à un moment donné, force est de constater qu'il y a toujours eu une certaine compétition entre Enstone et Viry, département châssis, département moteur. Ça concordait pas tout le temps. Et là, ben, on voit ce que ça donne. C'est un constat d'échec du côté de Viry-Châtillon. Et cette nouvelle-là ne m'étonne absolument pas. Moi, j'ai encore les images en tête du lancement de la voiture en début d'année. Je t'en avais parlé, là, je t'avais texté, je l'écoutais en Oui, direct. J'avais dit, ça a ben l'air oui. des funérailles. Oui, Jamais. oui. Non. Normalement, là, ça fait assez longtemps que tu couvres la Formule 1 pour savoir, là, ces moments-là, c'est toujours les moments où ce que tout le monde est rempli de bonnes intentions. On a une bonne voiture, on a une bonne équipe, on est content de ce qu'on a réalisé des progrès durant l'été. C'est toujours le moment où ce qu'on sort notre salade, on joue du violon, question d'aller chercher des commanditaires. Mais les faces d'enterrement qu'il y avait là, Pierre Gasly avait l'air d'être, on dirait qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Bruno Mhm. Famin avait l'air avait l'air déjà fâché avant que ça commence. J'avais, je me rappelais pas avoir vu ça. Même les plus petites écuries, leur lancement, comme je te dis, c'est toujours le moment où c'est sûr parce qu'on on veut se présenter au public, puis on veut partir du nouveau pied, donc on est toujours rempli de bonnes intentions, mais on sentait déjà qu'il y avait quelque chose. Puis à ce moment-là, même je me rappelle que tu m'avais parlé aussi que le fait qu'on avait fait le lancement en Angleterre et qu'on avait comme jumelé les deux usines ensemble, que la Mhm. relation ne semble le gâteau n'a jamais pris là, entre ces deux Mhm. usines-là. C'est comme tu dis, c'est comme si on travaillait de façon en compétition et on divisait plutôt que d'unir ces deux parties-là, autant le côté français que du côté britannique. Donc, moi, je trouvais que ça partait du mauvais pied. Puis là, quelques jours plus tard, ben, on a eu les essais à Bahreïn. Puis là, on dirait que ça a juste commencé là, à débouler mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. On a su que les voitures n'étaient pas bonnes. Après ça, il y a eu... on peut même pas tout retracer ce qui s'est passé cette année, là. On pense notamment à Monaco, où ce qu'on pensait même suspendre Esteban Ocon pour le Grand Prix du Canada avec ce qui s'était passé. Après ça, on a annoncé Mhm. qu'il ne revenait pas. Je pense que le plus grand perdant là, dans tout ça, là, mis à part le fait que des employés peut-être de moteurs vont perdre leur travail, toutes ces affaires-là, ben, c'est le jeune que Bruno Famin voulait apporter en Formule 1, le jeune Australien, là, Jake Jack Doohan, là, Doohan. ouais, Ouais. c'est ça qu'on voulait apporter. Lui, moi, selon moi, il était pratiquement avec un pied dans la porte pour commencer en Formule 1. Puis là, avec Flavio Briatore, son arrivée, tout ça, c'est sûr qu'on ne sait toujours pas ça va être qui le partenaire de Gasly la saison prochaine. Mais je pense qu'il pourrait se retrouver à être le plus grand perdant là-dedans, là. Ouais, c'est ça, c'est pas impossible. Puis comme tu disais, écoute, j'ai encore les images de la présentation de la voiture et le directeur technique qui était Matt Harmon. Écoute, ça avait
c'était un ton extrêmement monotone. On dirait qu'il n'y avait pas d'exaltation dans la salle. Comme tu dis, ça avait l'air d'un salon mortuaire, là. Écoute, c'était vraiment assez désagréable, sûrement, comme ambiance et tout. Et c'est pas pour rien que peu après temps, il a été remercié. Dirk De Beer aussi, qui était là chez Alpine, a également été remercié. Donc, des grosses pointures là, qui étaient là. Et je pense aussi à Alan Perman, qui a été là pendant plusieurs années, qui est un grand monsieur du projet Renault, Alpine, etc., depuis ces années-là, qui est parti. Donc, là, on reconstruit encore une fois et là, on s'enligne pour changer de motoristes. Il reste à voir là comment ça va fonctionner parce que les blocs propulseurs ne sont pas tous de la même dimension. Il y en a qui sont un petit peu plus légers, il y en a qui sont un petit peu plus compacts. Ils ne sont pas tous pareils. Donc, c'est à voir comment on va réussir à intégrer ce bloc propulseur-là dans la voiture et avoir les résultats que ça va donner au cours des prochaines saisons. Peut-être qu'on va être agréablement surpris, on ne sait pas. Mais c'est tout un travail qui attend Alpine là, pour les prochaines saisons. Ouais, exactement. C'est pour ça, tu vas bien de le mentionner, c'est notamment pour ça qu'on décide d'acheter la boîte de vitesse et aussi la suspension parce qu'il y a des particularités à Mhm. ce moteur Mercedes-là. On peut pas faire ce qu'on veut et là, on perd énormément de contrôle. J'ai en tête, là, pour les gens là, qui se rappellent pas de ça, là, lorsque Renault travaillait avec Red Bull, la chicane qu'il y avait entre les deux parties, ça nous a Mhm. donné un peu là, la série Drive to Survive, mais non aussi ce qu'on avait dans les médias, le fait que Renault voulait pas écouter rien de Red Bull. Red Bull avait gagné des championnats avec les moteurs Renault, donc ils sont les derniers à avoir remporté un championnat en étant motopropulsé par Renault. Et puis, eux voulaient avoir un certain mot à dire, donner des conseils. Puis à ce moment-là, Renault était hyper fermé à cette idée-là. Un peu que ce qu'Esteban Ocon a dit cette semaine. Il a dit, on a beau apporter nos suggestions, dire ce que nous, on pense, nos feedbacks, là, qu'on dit, là, nos rapports en tant que pilote, là, de ce qu'on a, puis on n'a pas de réponse, on se fait ignorer. Puis c'est un peu ce que Red Bull avait de dire, on comprend qu'on est client, on achète le moteur, que vous êtes le grand manufacturier et puis toutes ces choses-là. Sauf que c'est nous qui gagnons, on gagne les championnats. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un certain mot à dire? Puis c'est pour ça que ça les a poussés vers un scénario Honda, qu'on a voulu avoir une plus grande liberté. Mais aujourd'hui, forcé d'admettre que plus tard, on aurait peut-être dû écouter des conseils, de ne pas penser qu'on était roi et maître, là, surtout dans cette ère hybride-là, comme tu disais tantôt, qu'on n'a jamais réussi à vraiment trouver notre chemin versus ça. Est-ce que Alpine, selon toi, a encore un intérêt à rester en Formule 1 si on n'a plus de moteur? Est-ce que Renault, vraiment, tant qu'à perdre la face, on est aussi bien de donner, de vendre cette entreprise-là et de donner le nom Hightech GP? Hightech GP aura une propulsion avec Mercedes, tant qu'à être Alpine à Mhm. s'accrocher à être seulement un commanditaire de nom, quoi, qu'il y a des manufacturiers pour qui ça intéresse, sauf que lorsqu'on a déjà tout fait en Formule 1, de juste être là simplement pour prêter son nom, est-ce que tu penses qu'il y a encore un intérêt à faire ça ou Alpine devrait tout simplement se concentrer sur l'enduro, le rallye et toutes les autres activités là, pour lesquelles on a du Ouais. succès? Ben, difficile à dire parce que là, Alpine ne sera plus une écurie motoriste, ça va être une écurie cliente. Donc là, ils n'auront pas les spécifications, je dirais, principales de Mercedes. Là. On va être une écurie cliente. Là, c'est sûr quand on regarde le classement, on voit, OK, McLaren est devant Mercedes et tout, mais on va être derrière et on n'aura pas tout l'avantage qu'on peut avoir un constructeur comme Mercedes. Donc, je dirais que c'est une question assez touchée, si je peux dire, mais j'ai pas l'impression que le projet Alpine va fonctionner sur le long terme. On va peut-être s'essayer sur une, deux, peut-être trois saisons et peut-être, comme dit l'expression, tirer la plug à un moment donné parce que ça va être un constat d'échec malheureusement. Puis je pense, à titre personnel, que ça s'enligne vers ça. Ouais, c'est le début de la fin. Euh, Parlant on parlait des pilotes, là, peut-être qui pourraient aller chez Alpine. On cherche toujours un pilote. Est-ce que tu as une idée de qui pourrait aller là? Parce que Carlos Sainz, là, dans les dernières informations qui ont sorti, c'est que de plus en plus, on serait sur le point de s'entendre du côté de Williams. Il ouvre la porte Mhm. aussi, là, puisqu'il n'y a rien de réglé chez Red Bull, il n'y a rien de réglé chez Mercedes. Est-ce que tu penses encore qu'on a des chances, Flavio Briatore, est-ce qu'il peut convaincre un gars comme Sainz ou tout ce qui se passe, ça va plutôt faire l'effet contraire, ça va l'éloigner et ça va éloigner n'importe quel pilote d'expérience de vouloir se joindre à un groupe qui a autant d'incertitudes et qui semble se chercher présentement?
écoute, c'est difficile à dire parce que c'est une écurie qui attire pas beaucoup de pilotes. Là, je veux dire, en regardant, on pense bon, oui, à Jack Doohan. Il y a toujours Mick Schumacher qui est une option pour Alpine. Sainz, comme tu dis, semble s'enligner du côté de Williams. Est-ce qu'on va rapatrier un Guan Yu Zhou qui a déjà été dans la filière Renault par le passé euh, pour le remettre en selle du côté de Alpine? Est-ce qu'on va aller chercher un pilote d'expérience en Valtteri Bottas? C'est toujours une possibilité. Moi, personnellement, j'aimerais laisser la chance à Doohan, ou encore peut-être, ça pourrait être une option de laisser Mick Schumacher revenir en Formule 1, mais je déteste pas l'option d'avoir un gars d'expérience comme Bottas qui prouve qu'il est toujours aussi rapide et qui peut apporter des informations intéressantes là, venant d'ailleurs. Donc, c'est sûr, la décision va revenir à Alpine et tout. Donc, et c'est pas pour rien aussi. Bottas a également contribué à beaucoup de succès de succès à Mercedes par le passé. Donc, peut-être qu'il peut avoir quelques petits conseils, on ne sait pas, à donner à Alpine avec le moteur Mercedes. On verra en temps et lieu et tout, mais moi, j'hésiterais, à mon avis, j'hésiterais pas à signer Bottas. Moi, si j'étais Alpine, j'hésiterais pas à le signer. Ouais, parler. C'est bon que tu emmènes ce fait-là dans le sens d'une transition. Quelqu'un qui Mhm, connaît un peu comment Mercedes fait les choses pour être capable mhm, de se préparer pour 2026. Mais ce que je comprends par ta réponse, c'est selon toi, on n'est plus vraiment dans le siège du conducteur du côté de Alpine. On devra se tourner vers des pilotes qui n'ont pas d'autres options. Dans le fond, mhm. on va prendre ce qui reste. Puis les pilotes qui risquent le plus d'accepter une offre en provenance d'Alpine, c'est ceux qui n'ont rien d'autre sous la table, là. C'est un peu ça que je comprends quand tu me nommes un gars comme Ouais. Joe Bottas ou justement un jeune comme Jake Doohan. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que c'est pas une écurie qui attire beaucoup euh, avec les résultats qu'elle a présentement. Si tu me dis qu'on revient, mettons, à fin 2022, Alpine s'était classé quatrième au championnat des constructeurs. Ah, là, on a dit, OK, peut-être, là, ça commence à être intéressant, là. Mais là, en ce moment, c'est pas c'est pas la même game, là, comme on dit. Donc, non, je pense que ça va être peut-être un choix par défaut ou quelque chose comme ça, mais bon, on verra en temps et lieu. Donc, moi, j'hésite beaucoup entre Mick Schumacher, Jack Doohan ou encore Valtteri Bottas. C'est mes trois choix que je crois qui pourraient s'intégrer au projet Alpine. Bon, ben merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'entendre ton opinion sur les sujets qui ont retenu l'attention dans l'actualité dans les dernières journées. Juste en terminant, je sais que tu voulais te prononcer aussi. Tu étais très déçu de voir que Audi est déjà en train de procéder à des remaniements avant même Mm, d'avoir fait une seule course ou une seule séance d'essai libre en Formule mm, 1. On semble déjà pendant que Alpine se cherche, ben Audi est même pas arrivé, puis on se cherche déjà. Tu as été déçu hein, ouais. par cette nouvelle-là de Mathia. Pas parce que tu as quelque chose comme contre Mathia Binotto, là. Je pense que aimes bien son point de vue en tant que directeur technique, Mhm. mais quand même de voir qu'il y a déjà une restructuration, là, ça t'a surpris un peu. Hein. Ben, je dirais surtout que on dirait que ça augure rien de bon à changer alors que le nom Audi n'est même pas encore sur la grille là, en ce moment et qu'on fait un gros remaniement au niveau de la direction parce qu'il semblait avoir des querelles au niveau de la tête du projet avec Andreas Seidel notamment. Et Anciennement de chez McLaren, que dans le fond, oui. depuis qu'il est plus chez McLaren, on commence on connaît le McLaren qu'on connaît aujourd'hui, là. Mhm. Même chose Ouais, c'est avec ça. James Keys. On l'avait remercié déjà depuis un certain Oui. temps, là. Non. Oui, ben c'est ça, James Key. Oui, ben, c'est ça. Et je cherchais le nom de l'autre monsieur qui était chez Sauber, mais en tout cas, le nom m'échappe malheureusement. Mais on a fait du recrutement et tout. Et là, on arrive pour. C'est Oliver Hoffman. Je viens de Ouais, mentionner Oliver exactement. Hoffman. Ouais. C'est ça. Et je trouve que ça manque de sérieux. Je trouve que ça manque de sérieux et Mathieu Binotto, c'est quelqu'un de très compétent au département technique. Il y a aucun doute là-dessus. C'est un monsieur qui a beaucoup de qualité, c'est un monsieur qui a énormément d'expérience, mais de le placer en charge du projet Audi comme team principal, je suis un peu sceptique. On a vu qu'est-ce que ça fait avec Ferrari. J'ai pas l'impression, du moins de mon avis personnel, j'ai pas l'impression que c'est la bonne personne. Peut-être que le futur va me faire mentir,
j'ai pas l'impression que c'est la bonne personne pour mettre dans ce siège-là. Non, mais pour l'instant, il est supposé juste en tout cas, à moins que ça change, là, mais il est supposé superviser juste le développement technique de la voiture, là, ce qu'on prépare. Mais si vraiment on pense chez Audi que c'est lui qui va diriger tout l'écurie de A à Z, ben là, on se Mhm. trompe royalement. On lui a pas donné de rôle de PDG non plus, là. J'ai vu, moi, que c'était un rôle on dit officer, là, development officer, châssis officer. Donc ça, mais rendu là, peut-être qu'on va lui dire dirige l'écurie aussi, mais en tout cas, je ferais pas cette erreur-là. Est-ce que tu penses que ça cachait le fait en allant chercher Mattia Binotto, on pensait que séduire Carlos Sainz, ou tu penses pas que Binotto, c'est ce qui aiderait Carlos Sainz à signer là, c'est plutôt ce qui le ferait fuir le projet Audi? Non, je pense pas que Sainz va s'aligner là-dessus. Pour faire ça assez court, je pense pas que Sainz va s'aligner du côté d'Audi. Bon, ben, t'es bien fait. Fait qu'on va passer tout de suite au week-end de course, si tu le permets, parce qu'on en a eu tout un. Fait que si on veut avoir le temps de couvrir tout ça, ben, on va commencer dès maintenant. Eh bien, je le disais en début d'épisode, on a déjà parlé hier de la séance de qualification. Je voulais quand même, t'étais pas là, donc je voulais quand même avoir ton avis. On a eu un bon spectacle. As-tu été surpris par la marge qui a distancé Max Verstappen des autres lors de la séance de qualification? Euh, En toute honnêteté, non, parce que ça reste Verstappen, ça reste un pilote d'exception. Et sous la pluie, on connaît son talent, on sait à quel point il est à l'aise à Spa-Francorchamps. Donc, non, cette pole position-là, avec cet écart-là, ça ne me surprend pas. C'est du Verstappen typique, parfait, qui sait comment maîtriser ces conditions-là. Donc, chapeau à Verstappen. Ça s'est pas, évidemment, ça s'est pas concrétisé à cause de sa pénalité, mais un tour absolument incroyable de la part de Verstappen. Et quand j'ai vu le sixième d'écart, je me suis dit, ouf, ça va être difficile à aller chercher. Ouais, c'est ça. Puis finalement, après ça, on regarde un peu McLaren qui semblait, Piastri semblait pratiquement un des favoris pour remporter la pole, ou au moins se qualifier deuxième. As-tu trouvé qu'on l'a un peu échappé du côté de McLaren? On a peut-être voulu faire un compromis vers la course. On va en venir à ça, mais penses-tu que ça faisait partie de la stratégie, ou on a tout simplement on s'est trompé puis on a laissé la porte ouverte finalement dans une belle opportunité que Red Bull nous offrait quand on a pris la décision de changer le groupe motopropulseur, ben, changer la chambre à combustion sur la voiture de Verstappen et de prendre le 10 places de pénalité. On ouvrait la porte à nos adversaires. Est-ce que tu penses que ça a été un peu un rendez-vous manqué du côté de McLaren? Oui, peut-être que le type de circuit ne convenait peut-être pas totalement à McLaren, mais il y en a qui ont tiré leur épingle du jeu. Charles Leclerc, qui a réussi à faire quand même un bon tour, il a réussi à se placer deuxième, oui, quand même après de sixième de Verstappen. Mais voilà, c'est sûr que dans un certain contexte, je trouve que c'est quand même une certaine occasion de manquer, là, du moins en qualification là, pour McLaren, car c'est 5 et 6 là, à temps normal. Là, euh, c'est quand même un petit peu loin. Quand on se dit aussi que Perez, qui n'a pas l'habitude d'être un foot de guerre en qualification, réussit à se placer troisième, on aurait pu au moins jouer probablement le 3 et 4. Qui a été très surprenant, tu sais, Charles Leclerc. Il n'est pas le plus rapide dans le premier secteur. Il ne l'est pas dans Mhm. le deuxième secteur. Il ne l'est pas non plus dans le troisième secteur, puis il signe le deuxième temps. C'est c'est assez incroyable de voir ça, de dire qu'on l'attendait vraiment pas. Je regardais son taux, puis je voyais qu'il poussait. Il allait vraiment chercher la limite, comme on a l'habitude de le voir faire. Même dans les derniers Grands Prix, on l'a vu qu'il poussait tellement la voiture. On dit en anglais le overdrive, là, je sais Mhm. pas si ça se dit, mais la surconduire. Là. Vraiment, Mhm. il voulait aller chercher le maximum. Finalement, il passe le fil d'arrivée. Il fait deuxième temps. Puis tout le long du week-end, on n'attendait pas vraiment ça. On voyait qu'il y avait une certaine amélioration chez Ferrari là, on a réglé là, depuis le Grand Prix d'Espagne. On n'est toujours pas rendu. Je pense qu'on s'est fait dépasser par McLaren, ça fait longtemps, Mhm. mais on s'est aussi fait dépasser par Mercedes. On tente de récupérer ça, mais là, d'arriver, de signer le deuxième temps, qui devient finalement la pole position. Moi, j'ai été très surpris de voir ça. Mhm. Puis ça nous a encore rappelé à quel point que Charles Leclerc est très bon en qualification. Même chose pour Sergio Perez. En même temps, j'ai dit surpris de le voir là, mais ça fait tellement longtemps qu'on l'attend qu'on sait qu'il devrait
être là, que là, une fois qu'il le fait, ben, on reste tout un peu surpris. J'ai aussi eu une petite frousse là, à la fin de la Q2. Là. Je commençais à penser que c'était vraiment la fin pour lui. Je te demande la Mhm. question avant qu'on passe au Grand Prix. Est-ce que, selon toi, qu'est-ce que ça prenait pour Sergio Perez pour garder son poste? Est-ce qu'il fallait qu'il remporte le Grand Prix de Belgique ou même avec une victoire, tu penses que les carottes sont déjà cuites dans son cas? Selon toi, là, c'est quoi que ça prenait là, pour sauver son poste? Un podium aurait été vraiment nécessaire, voire même très important pour la suite de sa carrière chez Red Bull. Et ça n'a pas été le cas. Donc, selon moi, comme tu dis, les carottes sont cuites. Il y a une réunion qui va avoir lieu avec les dirigeants de Red Bull sur l'avenir de Perez demain, lundi. Moi, je pense que son sort est fixé. Ils ont dit que on ne se baserait pas sur le résultat de la course, mais inévitablement, c'est sûr que ça va faire partie des sujets. Quand tu pars deuxième, t'es pas censé terminer aussi loin que ça. Non, puis en Ça, plus, ça fonctionne pas. c'est un peu comme quand on est dans une salle de cours et on demande au jury d'oublier ce qui vient de se passer, là. J'ai toujours beaucoup de difficultés à faire que tout le monde vienne d'effacer les images qu'on a vues ou un Mhm. témoignage qu'on vient d'entendre, puis que ça n'a pas un certain impact quand vient le temps Mhm. de rendre un jugement à la fin, là, de dire à tout le monde dans la pièce, oubliez le Grand Prix de Belgique qu'on a vécu hier là, ou avant-hier. Là. C'est pas grave, ça, là. Tu sais, je pense que cette semaine, ça va être encore plus frais en mémoire. Comme tu dis, part deuxième. Finalement, il termine plus loin, on va en venir à ça. Puis en plus, les commentaires d'Helmut Marko après le Grand Prix, il dit il a complètement, il s'est écrasé après au rendu au deuxième relais, il dit il s'est complètement écrasé. Donc, normalement, des commentaires comme ça fait qu'on a perdu la confiance et cette relation-là est brisée. Euh, il n'y a plus de pilote belge en Formule 1 depuis déjà un certain temps. Donc, ce n'est plus un pilote, un Grand Prix à domicile pour personne, quoique les pilotes français en ont plus de Grand Prix en France. Donc, c'est pratiquement Mhm. leur Grand Prix à domicile. Et on a aussi trois pilotes sur la grille qui ont une mère belge, dont Max Verstappen, Lando Norris, ainsi que Lance Stroll. Donc, pour ces pilotes-là, c'était un Grand Prix à saveur locale pour eux. On a eu un bon spectacle. Je sais que c'est un circuit que tu affectionnes particulièrement. Es-tu satisfait de ton week-end de course? J'aime toujours regarder ce Grand Prix-là pour l'ambiance, pour la piste, le circuit mythique de Spa-Francorchamps, l'histoire qu'il y a autour de cette piste-là, ces dénivellations, le, c'est tout, en fait, tout de Spa-Francorchamps me fait rappeler à quel point j'adore la Formule 1. C'est un circuit, excusez l'expression, vintage à l'ancienne qui, que tous les pilotes adorent. Je ne crois pas qu'il y ait un pilote qui met les pieds sur le circuit de Spa se dit ouf, non. Non, je préfère aller à Sochi, par exemple. Tu sais, ouais, la différence. Mais non, moi j'adore ce circuit-là. C'est un circuit pur, typique. Des Formule 1 à l'ancienne, si on veut, à l'époque. Et j'adore ce circuit-là. Personnellement, c'est mon circuit préféré en Formule Ouais, c'est toujours. Moi, je le compare à une montagne russe, là. Et 1. puis, Ouais, c'est pas pour rien on le surnomme le toboggan des Ardennes non plus. oh, exactement. Puis, je pense que, comme tu dis, on apporte tous les caractéristiques peuvent rendre une course intéressante. Donc, on a des grandes lignes droites, on a énormément de vitesse, on a des circuits, des virages techniques, on a des virages à basse vitesse qui sont aussi techniques, on a des chicanes, on a des virages un peu plus spécial que les autres. Tu sais, que je pense au virage 1, là, c'est un peu, c'est, c'est un peu étrange de commencer une course, d'avoir à peine 200 mètres avant Mhm. de faufiler ces voitures-là dans ce virage qui est pas très standard. Et puis tout le long, ça commence comme ça. Donc, il faut être capable de trouver la bonne configuration pour être capable de maîtriser ce premier virage-là, parce que sinon, ben, tout le tour se défait. Là. À ce moment-là, il n'y a plus rien qui fonctionne parce que
on peut perdre énormément de vitesse dans le virage 1. Et là, après ça, ben, on ne fait que subir. Là, on devient pratiquement un Mhm. passager tout le Ouais. long parce que les gens vont nous dépasser, les voitures vont nous dépasser à gauche puis à droite parce que c'est vraiment important de bien maîtriser le virage 1. On l'a vu, on peut en parler à Lando Norris parce qu'il a vraiment compromis sa course encore une fois. Il a raté une belle opportunité. Virage 1, il Ouais. est allé un peu trop large, il a débordé. Et puis là, après ça, ben, il a perdu des positions. Il s'est rendu huitième au départ. Tu as été déçu encore une fois que Lando Norris avait une belle opportunité de gagner des points pour se rapprocher du championnat des pilotes sur Max Verstappen. Et puis, il a encore échappé. C'est sûr que ça a été une belle occasion à saisir pour gruger des points sur Verstappen. Malheureusement, malheureusement pour lui, il a terminé derrière Max. Donc, il va apprendre, tout simplement parce que Verstappen n'est jamais battu d'emblée. C'est un pilote qui se bat continuellement, qui va toujours chercher le maximum. Et Norris a perdu gros au départ. Effectivement, il a même avoué dans ses commentaires. Si on mentionne le mauvais départ de Lando Norris, bien sûr, il faut mentionner celui de Sergio Perez, celui qui avait beaucoup plus à perdre au cours de ce week-end-là. On le mentionnait il y a quelques instants. Est-ce que c'est un mauvais départ de Perez ou c'est juste l'emplacement? Parce qu'on le sait, là, on est plutôt mal avantagé lorsqu'on part à l'avant, même s'il n'était pas en première place. Celui qui a bénéficié de cette bagarre-là entre Hamilton et Perez, eh bien, c'est Charles Leclerc là, qui a pu en profiter un petit peu là, pour se sauver pendant quelques instants. Qu'est-ce que tu as pensé du départ de Sergio Perez? Ben surtout, si ma mémoire est bonne, il n'est pas du bon côté de la piste, hein. Il n'est pas sur la trajectoire de piste. C'est Non, je me trompe. exactement. C'est pour ça qu'Hamilton a réussi à avoir un meilleur départ que lui, une meilleure impulsion aussi. Et bon, il a réussi à le passer un petit peu plus tard dans la ligne du Kemmel, avant le, avant le gros freinage des Combes. Et après ça, ben, Hamilton a réussi à prendre la tête de la course au dépend de Leclerc. Mais Perez, c'est une occasion manquée. C'est carrément une occasion manquée. Il y avait l'opportunité après une belle séance de qualification, de se dire non, je suis toujours là, on ne doit pas me compter pour battu, et c'est complètement effondré. Et ça c'est, d'après moi, c'est crucial, c'est voire même le dernier clou dans le cercueil de la carrière de Perez chez Red Bull. Ouais, c'est ça que moi, pour moi, je l'avais mis qu'il allait remporter le Grand Prix. Parce que j'étais Hum. naïf. Je pensais qu'on jouait le tout pour le tout. Il était bien parti. Lorsque j'ai fait cette prédiction-là, je ne l'ai pas fait vendredi, là. Je l'ai fait dimanche matin. Je pensais que Hum. c'est probablement lui qui aurait gagné. Pas que je voulais compter pour battu Hamilton, parce que je savais que selon sa position, il avait quand même, pouvait quand même espérer remporter cette course-là. Mais je trouvais que Sergio Perez avait tellement gros à jouer, plus que la Red Bull s'était bien comportée en qualification. Mhm. C'est pas un circuit que Perez a normalement eu du succès. Donc, je me dis, s'il a réussi à se qualifier, c'est que la RB20 est bonne. Là, c'est sûr qu'on arrivait dans le sec. Ben, tout ça qui arrivait un peu ensemble, je m'attendais mais vraiment une meilleure journée. Et dès le départ, il m'a montré que, oh non, ça se poursuit. Il ne fait que perdre des positions. Après ça, bien, il y a eu d'autres décisions puis toutes ces choses-là. Mais en tout cas, j'ai été quelque peu déçu de ça. J'ai trouvé que, par exemple, Charles Leclerc, avec les circonstances, qu'on pense que maintenant, Ferrari a pratiquement la quatrième voiture du peloton, d'avoir été d'être capable de rester un petit peu à l'avant. Oui, il s'est fait dépasser par Hamilton, mais il a pas été largué par Hamilton par la suite, là. Ça a pris un certain temps, là. Il a réussi à le suivre quand même. J'ai trouvé que ça a été une belle performance de Charles Leclerc. Ça paraît qu'il a déjà remporté ce Grand Prix-là et qu'il maîtrise bien le circuit de Spa-Francorchamps. Pour remettre Mhm. les gens en situation, là, il y a eu énormément de rebondissements dans ce Grand Prix-là. Oui, il y avait Verstappen qui montait le peloton, Lando Norris qui a connu un mauvais départ. Donc, les deux, on les surveillait un peu tout le long parce que on sait que présentement, la bagarre au championnat est entre les deux. Il y a aussi une bagarre qui se dessine, là, qui est plus que dessinée, là, qui est vraiment bel et bien en vie entre McLaren et Red Bull. Donc, on regardait ça aussi. Ce qui est arrivé, eh bien, c'est que George Russell a remporté le Grand Prix. Il l'a remporté pendant à peu près 1 heure, juste à temps qu'on Mhm. finisse les inspections sur la voiture, ben, c'est plutôt prendre le poids. Et là, on s'est rendu compte qu'il ne rencontrait pas le poids exigé minimal de 798 kg.
Et à ce Mhm. moment-là, ben, on se doutait là, que les choses, que les carottes étaient pas mal cuites pour lui, là. Je pense que tu me l'avais même dit que c'est une disqualification qui s'en vient et c'est ce qui est venu. On avait 1,5 kg de plus léger que n'importe qui. Une très belle victoire de George Russell qui lui a été retirée. Une performance un peu entachée. On avait été surpris parce qu'il avait décidé, il est le seul pilote qui a réussi à faire fonctionner une stratégie de un arrêt à un endroit Mhm. où le circuit est très dur pour l'usure des pneumatiques. Donc, d'avoir réussi à faire coller ça, à survivre les attaques de son coéquipier Lewis Hamilton en fin d'épreuve. Il y avait Oscar Piastri aussi qui se rapprochait d'eux. Ouais. Donc, finalement, c'est Lewis Hamilton qui remporte déjà une 105e victoire en carrière, une deuxième en quelques grands prix. Donc, Mercedes, qui, il n'y a pas si longtemps, était prêt à tout donner, à aller jusqu'à 2026 et dire qu'il n'y avait plus rien à faire et que Red Bull allait tout remporter. Eh bien, voilà qu'on remporte trois grands prix cette saison. On s'attendait sûrement pas à ça. Moi, le premier, là, en début de saison, j'aurais pas pensé que Mercedes aurait été en mesure d'en remporter trois. Qu'est-ce que tu as pensé d'un peu toute la situation de tout ça? Là? Est-ce que du côté de Russell, tu étais déçu pour lui ou au bout de la ligne, ben, c'était à Mercedes de respecter les règles? Ben, effectivement, c'est sûr, c'est toujours, il y a un règlement, il faut le respecter parce que sinon, ben, il y a conséquences. C'est déjà arrivé par le passé, puis c'est sûr que ça va arriver par l'avenir également. On a juste à penser à, je me souviens encore, en 2021, Vettel chez Aston Martin en Hongrie, en 2021, pas assez de carburant en réserve, disqualifié. On parle aussi, ça revient l'année passée, où à Austin, Hamilton et Leclerc disqualifiés. Cette fois, c'est pour la hauteur du fond plat. On a un règlement, il faut le respecter. C'est comme ça. Et c'est dommage parce que Russell avait fait une très belle performance. Je l'avais pas du tout mis. On avait le fameux top 5, fait nos prédictions. Je ne l'ai pas mis du tout dans le top 5. Donc, il a vraiment fait une très belle course, une très belle gestion. Bon, malheureusement, c'est des choses qui arrivent, mais Mercedes va apprendre de cela. C'est sûr qu'on perd un doublé. Ça fait mal, mais au moins on peut se consoler en disant qu'Hamilton avait terminé deuxième et là maintenant ben, remporte le Grand Prix sur tapis vert. Mais bon, c'est dommage pour Russell. Ouais, c'est dommage pour lui. Côté stratégique, là, pour remettre les gens en perspective, George Russell s'est arrêté au 10e tour. Il était assez incroyable. Il a décidé de faire un arrêt. Il s'est arrêté au 10e tour, puis il a décidé qu'il allait disputer les 34 tours suivants sur le même train de pneus. Euh, c'est une stratégie que j'ai trouvée audacieuse de sa part, et c'est lui hein, qui a décidé de Oui, qui a vraiment pris le micro et a dit Hey, moi, c'est ça que je veux faire. Quand on dit là, que bien sûr, l'équipe qui est sur le mur des puits a tous les ordinateurs, a toutes les informations pour prendre les bonnes décisions, mais il y a aussi l'instinct du pilote, des fois, qui peut pencher la balance. Eh bien là, c'est ce que George Russell a fait. Il a décidé de miser sur lui-même et de dire, moi, je suis capable de faire coller ça et de faire fonctionner ça. Et puis là, on se dit, là, il arrête au 10e tour, il fait son premier arrêt. Au 26e tour, il y a une communication radio à ce moment-là où il annonce sa décision de ne pas vouloir rentrer pour un deuxième arrêt au puits. Et à ce moment-là, il était euh, à 10 secondes de Lewis Hamilton. Donc, quand tu dis là, que non seulement avant la course, on le voyait pas nécessairement faire un top 5, mais même au 26e tour, si je t'avais appelé et je t'avais dit, je pense que c'est George Russell qui va gagner ce course-là, ben, tu m'aurais dit, écoute, je pense que tu as pris trop de soleil hier parce qu'il y a un problème, là. Euh, il est quand même à 10 secondes au 26e tour. Il est en train de décider qu'il veut pas faire d'autres arrêts au puits. S'il finit par aller dépasser son coéquipier avec la même voiture, à ce moment-là, on pensait qu'ils avaient la même voiture, être capable d'aller rechercher Lewis Hamilton qui était bien installé en première position, mais c'était assez audacieux. La raison pourquoi je te donne un peu tout ça, là, que je replace la situation, c'est que moi, la déception du week-end, selon moi, c'est McLaren. McLaren, on le disait là, pendant la séance de qualification, je pense qu'on l'a échappé encore. Je pense qu'on avait une opportunité, si on veut devenir champion des constructeurs, lorsque Red Bull décide de prendre une décision, de prendre une pénalité, ou lorsque Red Bull fait une erreur, on se doit de gagner. Oui, on a fait plus de points que Red Bull, mais quand même, on aurait pu peut-être avoir un doublé, on aurait pu remporter cette épreuve-là. Peut-être pas avec Lando Norris parce qu'il avait commis l'erreur au départ, mais je regarde Oscar Piastri. Piastri, là, lorsqu'il s'est arrêté, c'était au 31e tour. Ok? C'était son deuxième arrêt.
Lorsqu'il s'arrête, il est 5,4 secondes devant Russell et il est 13 secondes devant Hamilton avec 13 tours à faire. Et on décide de faire le deuxième arrêt. Mais si on prend une décision à l'image de ce que Russell a fait, de dire on garde ce train de pneus-là et on va jusqu'au bout avec, on s'était déjà arrêté beaucoup plus tard que le 10e tour. Donc, on aurait probablement remporté cette épreuve-là. Parce que c'est pas vrai que Lewis Hamilton serait revenu combler cet écart-là de 13 secondes en 13 tours. Et je ne pense pas que George Russell non plus, à 5,4 secondes, à pneu égal, avait la voiture pour compétitionner avec Oscar Piastri. Qu'est-ce que tu en penses de ce côté-là? Je te donne raison parce que en plus de ça, Piastri termine à 1,1 seconde de Russell au fil d'arrivée. C'est pas grand-chose là, quand on regarde ça. Si on aurait donné à Piastri là, quelques tours de plus, on va dire à peu près 5 tours de plus, Piastri aurait pu gagner l'épreuve. Et là, en plus que tu parlais de cette stratégie-là, si on l'avait pas fait rentrer, si on avait pu l'étirer et conserver ses gommes, je pense qu'on aurait pu avoir la victoire avec Piastri. Le top 3 depuis 2016, c'est le plus près Ouais. qu'on a eu en F1 sans une voiture de sécurité. Mhm. 1,173 secondes qui Ouais. séparaient les trois premières voitures qui ont franchi la ligne. Donc, si on remet 20 secondes à Piastri, parce que c'est ce que ça coûte un arrêt au puits, là. J'ai pas Ouais. le chiffre C'est à peu exact de près. ce que ça coûtait au cours du week-end, mais on peut toujours dire, faire une règle que c'est environ 20 secondes. Donc, si on remet 20 secondes à Piastri, ben, il remporte l'épreuve, puis Mhm. c'est de lui qu'on parle présentement, puis il remporte 2 courses d'affilée en Formule 1. Sauf que là, c'est une autre, même s'il avait fini deuxième, juste deuxième, il aurait remporté l'épreuve. Il ne le savait pas à ce moment-là, Mhm. mais Ouais. Russell aurait été disqualifié. Et donc, encore là, est-ce que, tu sais, je te lance ça comme ça. Le fait que Piastri est en F1, c'est un jeune pilote. Et son défaut, depuis le début, le seul petit défaut qu'on peut lui reprocher, c'est d'être capable de ménager ses pneus. Penses-tu que c'est venu influencer le choix de ne pas vouloir le laisser sur ces gommes-là, tandis que du côté de Mercedes, bien, on a confiance en Russell, puis on a confiance en un gars comme Hamilton, si jamais Hamilton voulait faire une décision comme ça. Est-ce que tu penses que le fait que Piastri est trop jeune, bien, on n'a peut-être pas suffisamment eu confiance en lui, on a décidé de jouer de prudence, puis finalement, ben, quand on joue de prudence, des fois, ben, au bout de la ligne, on n'a pas grand-chose, là. Quand on mise, qui mise rien n'a rien, là, même si on a quand même Ouais. eu un podium. Penses-tu que c'est venu dans l'équation sur le fait qu'il y a un peu de misère à ménager ses pneus? On pense pas qu'il aurait pu faire ce que Russell a fait? Ouais, moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Réponse très simple, là. Moi, je suis d'accord là-dessus à 100% que on n'a peut-être pas pris de chance avec Piastri et tout, mais c'est le temps, c'est l'expérience qui va rentrer, puis à un moment donné, je suis convaincu avec les compétences qu'il a, Oscar Piastri, il va devenir assez bon en la matière pour bien ménager ses pneus. C'est comme ça, c'est avec le temps, on prend de l'expérience, on ménage ses pneus. À un certain moment, Hamilton n'était pas aussi bon qu'il ne l'est aujourd'hui là, pour ménager ses pneus. Il bouffait ses pneus assez rapidement et là, aujourd'hui, c'est rendu un maître en la matière, Lewis Hamilton, pour conserver ses pneus. Donc, moi, je suis confiant qu'à un moment donné, Piastri va prendre de l'expérience, il va apprendre. C'est juste sa deuxième saison aussi. Donc, on prend le temps d'engager de l'expérience. Après ça, je suis convaincu qu'il va faire un super travail là-dessus. Moi, Oscar Piastri, je l'adore. Pour vrai, depuis son début, moi, je lui aurais fait confiance pour le week-end. Il semblait avoir tous ses moyens. Il était Mhm. extrêmement rapide. J'aurais pris cette décision-là. Puis, oui, euh, je te lance la question. Je pense que Mhm. oui, ils ont eu peur de faire confiance à Oscar Piastri. Tu parles de prendre de l'expérience, mais il n'y a pas juste du côté de Piastri qu'on doit prendre de l'expérience. McLaren doit en prendre aussi. Aussi. Je trouve qu'on réfléchit encore comme si on était la quatrième ou cinquième écurie. On dirait qu'on s'est pas rendu compte que c'est nous qui avons la meilleure voiture. Pourquoi qu'on prend des décisions pourquoi on se protège de Lewis Hamilton à 13 tours derrière avec 13 secondes d'écart? Qu'est-ce qu'on avait à protéger? Qu'est-ce qu'on avait peur de George Russell à 5,4 secondes sur un train de pneus plus usé que qu'est-ce qu'Oscar Piastri avait quand on a la meilleure voiture? Je comprends qu'il y a si on recule peut-être 6 mois en arrière ou un an en arrière, ben là, à ce moment-là, il aurait fallu prendre une décision différente parce qu'on n'a pas la meilleure voiture. Donc, on se dit, la Mercedes est plus vite, Mhm.
la Mercedes, Hamilton a des nouveaux pneus. Ça reste que c'est le facteur Lewis Hamilton, septuple champion du monde. Donc oui, on va protéger notre pilote, on va lui demander de rentrer, on va changer ses gommes. Mais là, c'est plus la situation. On a la meilleure voiture. On n'est pas obligé de prendre les mêmes des décisions pareilles comme nos adversaires. On peut se permettre, comme Red Bull le fait si bien ou le faisait si bien lorsqu'on était dominant et on avait une voiture plus rapide, de prendre des décisions en conséquence de notre écurie et de la performance qu'on a et non en conséquence de ce que les autres font. Je pense que ça va être une introspection qu'on devra faire chez McLaren et le faire de façon assez pressante, là. Ça fait quelques fois que je le mentionne. Il faut passer à l'autre niveau. Il faut Ouais. que les bottines suivent les babines, là, qu'on dit, ou plutôt que ouais, c'est ça, les bottines suivent les babines. Mais à ce moment-là, je pense que on est rendu, on a le matériel pour gagner des courses, mais là, il suffit de saisir ces opportunités-là, là. Ouais, c'est ça, exactement. Et moi, si j'étais Piastri, bon, c'est sûr que ça reste quand même mon point de vue, mais je ferais un peu à l'image de Carlos Sainz ou à l'image de Russell. Non, je prends la décision. L'ingénieur demandait, OK, est-ce que tu penses que non, on fait ça comme ça? J'ai le ressenti dans la voiture. C'est sûr que Piastri n'a pas l'expérience, admettons, d'un Carlos Sainz, mais on sait à quel point Sainz est quand même assez bon aussi pour ménager ses pneus. Il l'a montré au cours de sa carrière et qu'il a remporté des victoires, notamment c'était Singapour l'année passée. Non, on fait ça comme ça. Moi, mon ressenti, c'est ça. Je pense que je suis capable de le faire. On y va. On prend la décision, on met les points sur les i et je me fie à mon ressenti. Laissez-moi faire. Laissez-moi piloter. Ouais, ou de questionner, de dire pourquoi on rentre au juste. Ouais, aussi. Ouais, parce que lorsqu'il est, il est sorti des puits, je comprends, là, il a gagné du temps. Il était le plus beau dépassement de la journée, c'est pratiquement lui qui l'a eu sur Charles Leclerc à la sortie des puits lorsqu'il il venait justement de faire cet arrêt-là. Là, c'était justement c'était au 31e tour, quoi que ce soit. C'est un super beau dépassement, mais toute la fin de semaine, il semblait en confiance. Et je trouve que comme tu dis, peut-être que c'était pas dans. Ben, je pense que c'est dans sa personnalité parce que c'est un gars qui a assez confiance, mais il a peut-être Mhm. pas encore l'expérience ou on pourrait dire, la notoriété de mettre son pied à terre et de dire non ou de remettre en question ce qui se passe. Je pense que, mais quand il va assister là, au fameux debriefing d'après-course et il va voir ce qui s'est produit, il va se dire, moi, je viens de manquer une opportunité de signer 2 victoires d'affilée. Mhm. Je viens de l'échapper parce que j'ai fait un peu trop confiance à ce qu'on me disait, parce que j'aurais pu très bien rester en piste et remporter cette course-là. Ou comme je le dis, à 1,173 secondes qui séparait les 3 voitures, même s'il avait fini deuxième, mais au bout de la ligne, il aurait récolté cette victoire-là. Il ne pouvait pas le savoir, malheureusement, à ce moment-là. Je vais poursuivre là avec le reste du classement. Juste avant, je te pose une question. Mhm. Euh, Ouais. Est-ce que tu penses que ça vaut encore la peine de commanditer des voitures de sécurité en Formule 1? Est-ce que Aston Martin et Mercedes, c'est pas un peu une perte d'argent? Ça fait combien de grands prix là qu'on n'a aucune neutralisation? Surtout, c'est des circuits que normalement, on s'attend à au moins un drapeau jaune ou un quoi que ce soit. C'est quoi qui se passe là? Ça existe plus des voitures de sécurité? Ben, à part, je sais qu'on allait peut-être en avoir une avec la situation avec Joe, avec Guan Yu Zhou. Finalement, il est rentré au puits. Et bon, là, il a abandonné, mais assez, assez intéressant quand même. On sait que les voitures sont quand même beaucoup plus fiables que par le passé et tout. Mais d'accord avec toi, c'est une très bonne question. Malheureusement, je suis un peu sans réponse, mais j'aime la question. Ouais, c'est assez particulier parce que Ouais. moi, je pensais vraiment qu'au Hungaroring, j'en avais parlé avec Jean-Christophe dans un des podcasts, qu'on s'attendait qu'au Mhm. Hungaroring, il y ait au moins une neutralisation parce que si on l'appelle, là, c'est pratiquement un Monaco, là, Hungaroring. Donc, aussitôt Ouais. qu'il arrive quoi que ce soit, ben, il y a une neutralisation Mhm. qui arrive pratiquement. On est tellement à grande vitesse que c'est aussi ces circuits-là plus, comme tu utilises l'expression vintage, ben à ce moment-là, normalement, ça vient avec des voitures de sécurité. Mais là, on n'en a pas. C'est à se demander, même sans faire de mauvaises blagues, est-ce que Logan Sargent est encore là quand on a besoin de lui là, pour resserrer ce peloton-là? Mais la raison pourquoi je fais un peu d'humour avec ça, c'est que on parlait du 1,173. Ben oui, ça fait partie du record aussi qu'on n'en a pas eu depuis 2016 d'être si près que ça, et surtout d'avoir un peloton aussi près sans voiture de sécurité, sans aucune neutralisation. C'est ça qui est impressionnant, là. Ouais, c'est ça. Et c'est le fun de voir la convergence des monoplaces, de voir que on a un championnat, on a des belles batailles, on a beaucoup de parité. Et dans les 6 derniers Grands Prix, j'ai vu cette statistique-là, puis je la trouve intéressante. Si je ne me trompe pas, là, dans les 6 derniers Grands Prix, il n'y a pas une fois que le vainqueur le poleman s'est imposé.
C'est fou, Ça, hein? ça c'est intéressant. Ça, j'adore ça. Ouais, ça montre que c'est vraiment la parité est vraiment rendue en F1. Euh, Parlant de parité, eh bien Verstappen n'a pas réussi à faire sa magie qu'il avait fait, remonter le peloton. Le fait qu'on a Mhm. raccourci la zone DRS, est-ce que ça a eu un impact sur pour le fait de compliquer sa remontée? Bah, je dirais que comme je parlais de la convergence des monoplaces, j'ai l'impression que ça allait être plus difficile. J'avais placé Verstappen deuxième dans la prédiction. Je croyais que ça allait peut-être être pas un petit peu plus facile, mais qu'il y aurait eu, ça aurait été, bon, je dirais pas plus simple, mais il serait parvenu à faire une bonne remontée. Mais ça n'a pas été le cas parce que la Red Bull n'est plus aussi dominante, la RB20 n'est plus aussi dominante que la RB19 ou la RB18 d'auparavant. Mais quand même, Verstappen a extrait le maximum et il a fini bon là, avec la disqualification de Russell, c'est une quatrième place, mais il a fait le nécessaire, il a terminé devant son principal rival, Lando Norris. Donc, en toute somme, mission accomplie pour Verstappen parce qu'il prend des points à Norris. Exactement, il sauve les meubles. Dans une Ouais. situation où ce que non seulement il y a un moteur flambant neuf, on a mis ça Mhm. derrière nous, on a pris la pénalité. Il va en avoir sûrement d'autres parce qu'il y a d'autres composantes qui restent à changer sur sa monoplace, mais quand même, c'était un endroit où ce que c'était intéressant de la prendre. Et puis au bout de la ligne, comme tu dis, il n'a pas cédé aucun terrain à son rival le plus près, c'est-à-dire Lando Norris. Il y a aussi la stratégie que on n'a pas conservé de gomme dure du côté de Red Bull. On l'avait dit je l'avais mentionné dans le podcast hier que Mercedes, Ferrari ainsi que Alpine et McLaren avaient décidé de conserver un train de pneus durs flambant neuf pour l'épreuve du dimanche. Du côté de Red Bull, on avait décidé de favoriser des gommes médium. On le sait, on le mentionne depuis un certain temps. Les gommes dures sur la RB20, ça ne fonctionne pas. Mhm. Autant que la McLaren est dominante lorsqu'on décide d'opter pour ce train-là. Du côté de Red Bull, c'est tout le contraire. Donc, je n'étais pas surpris qu'on choisisse d'aller pour le médium. Euh, Peut-être que ça le nuit un peu parce qu'on devait ménager les pneumatiques plus que les autres. Verstappen, c'est sûr, comme moi, je pense que ça l'a vraiment changé quelque chose, le fait qu'on raccourcit la zone DRS en haut. On sait à quel point que la Red Bull est dominante. Peut-être plus autant, mais c'est quand même un avantage qu'on a sur les autres lorsqu'on est capable de gagner lorsqu'on relève la traînée. Mais il y a aussi le fait, en lien aussi avec le DRS, que le train de DRS se forme beaucoup plus rapidement depuis qu'on a changé cette fameuse règle-là, où ce qu'on n'est plus obligé d'attendre 2 ou 3 tours avant Ouais. d'activer notre DRS. Après le Mhm. premier tour, on peut déjà l'activer. Moi, je pense que ça nuit au spectacle. On a beaucoup moins de dépassements en début d'épreuve à cause de ça, parce que les trains, les voitures n'ont pas le temps de faire un écart d'être à plus qu'une seconde, que tout le monde se ramasse avec le DRS, et puis là, on se suit. On n'a pas de dépassement, on se ramasse Mhm. avec un train DRS. Je l'avais posé la question en début de saison. Je suis fatiguant Ouais. avec ça, mais je pense que je vais la poser tout le long. Si c'était à recommencer l'année prochaine, est-ce que tu poursuis avec ce règlement-là ou tu retournes à l'ancienne configuration de dire on attend au moins 2 ou 3 tours avant qu'ils puissent avoir accès à ce DRS-là? Ben, on le voit avec la saison. On a essayé quelque chose. Je crois que on n'a pas fait le pas dans la bonne direction. Donc, moi, je serais d'avis de retourner avec ce qu'on faisait auparavant, qu'on laisse 3 tours. Si je me trompe pas, on laisse 3 tours. Et après ça, on peut autoriser le DRS après ces 3 tours-là. Ouais. Moi, je partage ton opinion. C'est quasiment du fait, j'ai posé la question, je t'attends que tu donnes la même réponse que moi. Mhm. Mais en début de saison, l'échantillon était trop court. Mais moi, c'est au circuit de Bahreïn que ça m'avait frappé. Je me dis, on a eu probablement un des pires Grands Prix de Bahreïn de l'histoire, une place où il y a toujours des dépassements. Puis dans ce temps-là, on sait, quand il y a quelque chose qui se produit, puis il y a un changement, on dit, c'est où est-ce qu'on a changé quelque chose qui aurait pu provoquer ça? Et c'est la seule nouvelle que j'avais, la seule réponse que j'avais. La configuration du circuit était pareille. Pourquoi on a eu un Grand Prix qui est moins intéressant des fois. Bon, c'est des circonstances, mais je me dis, il y a eu un train de DRS énorme en commençant l'épreuve, et ça, c'était Ouais. au premier Grand Prix de la saison. Et là, je trouve qu'à Spa, ben, on a encore eu ça. Je trouve qu'on n'a pas eu autant de dépassements que les saisons précédentes, et Verstappen n'a pas été capable de remonter aussi facilement qu'il le faisait. Oui, comme tu dis, le fait que la voiture a changé, que le peloton s'est resserré, que les autres écuries aussi ont plus de temps de développement, mais c'est normal. Si tous ces règlements-là ont été mis en Exact. place pour qu'on soit capable de resserrer le peloton. Mais le fait qu'on a changé de DRS, je pense que ça a quelque chose à voir aussi là-dedans.
Félicitations à Charles Leclerc, finit troisième sur le podium. Comme je dis, on l'attendait pas là. Il finit sur le podium. Oui, il y a eu la disqualification de Russell, mais quand même, il était quand même quatrième. Donc, belle performance de sa part. Norris, cinquième pour moi, ça a été une déception. Sainz, même chose pour Ferrari. Il finit où on se croyait. Là, on disait que l'objectif de Ferrari, c'était 5-6. Donc, Sainz termine sixième. Termine devant Perez aussi à ce moment-là. Ben, c'est une victoire pour Ferrari parce on n'a pas la voiture pour terminer devant des Red Bull. Ça revient, on doit donner le tort à Sergio Perez. Perez là, s'est défendu après ça en entrevue. Ah, ben, on m'a fait rentrer un peu trop tôt. Tu l'as vu, là, il se faisait rejoindre par son coéquipier Max Verstappen. Toi, tu pars deuxième, Verstappen part onzième. Finalement, tu te ramasses que t'es dans ses jambes pendant que lui a Lando Norris qui le suit dans sa boîte de vitesse. Donc, Red Bull prends pas de temps avec ça, là, les gars. Rentre au puits, on va te mettre en gomme dure tout de suite, puis tu vas y aller pour la stratégie de durer ça jusqu'à la fin. J'ai trouvé ça étrange qu'ils disent, on m'a rentré beaucoup trop tôt, puis on a un peu bousillé ma course quand que le gars qui vient de remporter l'épreuve a fait beaucoup plus longtemps. Mhm. Avec des gommes dures, oui, sa voiture était illégale, mais quand même, on n'a pas demandé de faire 34 tours là, à Sergio Perez sur ces gommes dures, là. Est-ce que tu penses qu'on a bousillé sa course avec cet arrêt au puits-là où il y avait quand même matière, sa course était déjà bousillée avant ça? Euh, Écoute, je pense que Perez, peut-être qu'il sait déjà que, c'est comme tu dis, comme on l'a dit souvent dans l'émission, les carottes sont cuites. Donc, je pense que c'est peut-être une raison, une explication qui dit on a mal fait la stratégie, on m'a arrêté trop tôt. Euh, on a peut-être pris une décision chez Red Bull en fonction de Perez. Peut-être qu'on a vu que la dégradation était peut-être trop importante et tout, là. Mais Perez, c'est un pilote qui, auparavant, était très bon pour ménager ses pneus. Ça a souvent été sa grande qualité et sa force. On l'a vu souvent à l'époque de Racing Point, Force India. Il réalisait des belles choses, il réalisait des belles courses. Mais je pense que avec cette voiture-là, avec le mindset qu'il a en ce moment, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et quand c'est rendu là, ça veut juste dire que le pilote est dû pour un changement d'air. Ouais, c'est pas un peu la preuve justement qu'il a perdu tous ses repères dans le fait que même Ouais. ses points forts, il ne les a même plus. Qu'il ne soit Mais pas non. bon ou qu'il ait des difficultés en qualification, ben ça, on est habitué à ça, mais comme tu dis, qu'il perd même ses atouts, ce qu'on lui Ouais. reconnaissait. Là, quand c'est le temps de dresser le portrait d'un pilote comme Sergio Perez, on l'avait souvent dit, quand c'est le temps de lui donner ses points forts, le fait de ménager ses pneus et aussi d'être très agressif en course, là, d'être capable Mhm. de gagner des positions. Normalement, c'est là qu'il s'animait, c'est le dimanche, et puis ça, il l'a perdu aussi. Ouais. Donc, je pense que c'est ça, hein, c'est pas mal la preuve que ses repères, eh ben, il les a perdus. Alonso, huitième. Avec les circonstances, je pense que c'est bon pour Aston Martin. Il semble très à pic, hein, Fernando Alonso. Il est dû pour des Ouais. vacances, hein? Ou pour une Ouais. Snickers. Ouais. Ben, probablement, oui. Et Alonso, tout comme Lance Stroll, un arrêt. Tout comme George Russell également, Oui. les deux Aston ont fait un arrêt, donc stratégie intéressante. Donc, on vient prendre quelques points pour Fernando Alonso. C'est sûr que les derniers Grands Prix n'ont pas été faciles pour Aston Martin. On est carrément dans un no man's land, là, Aston Martin, là, autant dans le classement des constructeurs, là, où ils sont quand même assez loin de Mercedes. Et sinon, je crois que c'est Visa Cash App qui sont sixième. Donc, c'est 73 points pour Aston et c'est 34 pour les RB, là, alors que Mercedes est complètement assez loin à 266. Donc, on prend les points quand ils sont là chez Aston Martin. On fait un développement. On réussit à aller soutirer le meilleur de ce qu'on peut avoir. Donc, bravo à Fernando Alonso pour cette belle course-là. Je pense que ça tombe à point la pause, autant pour Aston Martin que Ouais, pour Alonso. ouais. J'ai hâte de voir, on va être capable de revenir avec quoi. Alonso l'avait déjà mentionné comme quoi que il s'attend que c'était supposé être souffrant à aller jusqu'à la pause. Donc, on doit savoir qu'il se passe de quoi à l'usine, qu'on va être capable d'arriver avec des solutions en deuxième partie de saison à compter de Zandvoort. Donc, impatient de voir ce qu'on réserve du côté des Verts. Ocon. Belle performance, hein, d'Ocon. Moi, Mhm. pour vrai, là, je m'attendais pas à ce qu'Alpine
sont capables de faire quoi que ce soit. On parle souvent du déficit moteur, on parle de la voiture est trop lourde, quoi qu'on a apporté énormément d'améliorations depuis quelques Grands Prix, mais quand même d'être capable de s'en sortir et de marquer des points avec au moins une voiture. Ça aurait même pu être avec Gasly à un certain moment là, en qualification, du moins il paraissait bien. Neuvième pour Ocon, je pense que c'est une belle performance pour ce qui est de Alpine. Et puis Ricardo qui termine dixième, ben lui, il est en audition. Hein. Il veut montrer qu'il est capable de faire ce qu'il faisait avant. Il veut être le coéquipier de Max Verstappen. Il espère réaliser son retour qu'il a tant rêvé. Il y a un rendez-vous mercredi, si j'ai bien compris, là, on va faire une audition entre Liam Lawson et lui. Ouais. Je sais que tu aimes beaucoup Liam Lawson. Mais le fait que tu l'aimes, est-ce que tu lui souhaites d'être aux côtés de Max Verstappen ou tu aimerais qu'on le protège un peu plus et qu'on donne la place à Ricardo pour la fin de la saison? Euh, c'est c'est un couteau à double tranchant. Ça serait une super promotion pour lui, mais c'est tout un défi, là. C'est tout un défi parce que là, tu te mets à côté de pas n'importe qui, là. Tu te mets aux côtés de Verstappen. Et là, Red Bull, Christian Horner, Helmut Marko vont te dire, là, il faut que tu remplaces Perez, il faut que tu apportes des résultats, il faut que tu sois performant parce qu'on a une écurie en arrière qui est McLaren qui commence à rattraper le terrain et pas à peu près. Fait que c'est un couteau à double tranchant. Euh, pour le bien de Lawson, moi, j'aime toujours faire commencer un pilote dans une écurie plus modeste, mettons de milieu de grille, de fond de grille, pour le voir performer tranquillement, pas fait, qu'il prenne ses armes, qu'il prenne confiance, parce que si on le jette dans le grand bain, dans une grande écurie, puis ça ne fonctionne pas, ça peut nuire à sa carrière, ça peut nuire à sa confiance, et ça peut très mal se terminer. La différence entre être avec une écurie à l'arrière du peloton ou à l'avant du peloton, c'est aussi à qui qu'on se mesure. Tu mentionnes Mhm. qu'ils veulent se mesurer à Max Verstappen, mais si tu es chez Red Bull, ça veut dire que tu es à l'avant. Donc, tu te bats C'est contre ça. Piastri, tu te bats contre Norris, tu te bats contre Russell, Leclerc, Sainz. Et tu vois où ce que je veux en venir avec ça. C'est C'est ça. pas la même game qu'aller à l'arrière du peloton puis faire tes preuves contre Sargent, Magnussen, Joe, Gasly. Mhm. C'est tout ça qui rentre dans la ligne de compte aussi. C'est pas les mêmes adversaires que tu as. Oui, au bout de la ligne, les 20 pilotes sont en compétition sur un circuit, sauf que tu rencontres plus souvent les. C'est un peu comme je vais faire une comparaison avec le hockey, comme j'aime bien le faire, mais lorsque tu joues sur un premier trio, ben, tu affrontes les meilleurs défenseurs adverses. Mais lorsque tu es Mhm. dans une écurie de pointe, ben, tu affrontes aussi les meilleurs pilotes que les adversaires ont à t'offrir. Donc, tu vas être constamment, normalement, si tu fais bien ton travail, tu vas être constamment sur la grille à te mesurer à ces pilotes-là aussi. Donc, c'est une pression énorme. Et si on trouvait qu'on avait un peu brûlé les étapes, pas avec Gasly, parce que je pense que Gasly était rendu là dans sa carrière lorsqu'on lui a demandé d'aller chez Red Bull, mais Albon, 14 Grands Prix seulement, il n'avait pas suffisamment d'expérience pour résister à la pression d'être mesuré constamment à un gars comme Max Verstappen. Et bien là, Lawson a quoi? Trois Grands Prix d'expérience. Donc, si 14 Grands Prix, c'était pas suffisant, comment trois Grands Prix pourraient être suffisants pour aider Lawson à ne pas, ça ne vienne pas l'affecter mentalement? Surtout lorsqu'on a l'exemple qu'un gars comme Sergio Perez a perdu complètement tous ses repères depuis qu'il est arrivé chez Red Bull. Il est arrivé avec des bonnes intentions, il avait sa confiance en lui, et puis là, ça n'a fait que descendre d'année en année. Donc, moi, je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi, donc je souhaite pas ça à Liam Lawson de commencer sa carrière aux côtés de Max Verstappen. Je partage ton opinion là-dessus. J'aimerais mieux qu'on le protège, qu'on envoie Ricardo, n'a rien à perdre. Si on n'est pas pour descendre Sergio Perez chez Racing Bull, je pense que ça serait quand même une promotion si on décide que c'est terminé pour Perez et qu'il termine même pas la saison en F1. À ce moment-là, ça donnerait quand même une belle opportunité à Lawson de venir faire ses classes puis d'être prêt pour l'année prochaine. On continue avec le classement. Stroll 11e. Stroll il a hypothéqué son week-end avec son accident en FP3. C'est venu, oui, non seulement ça donne beaucoup de travail aux mécanos, mais ça vient aussi affecter la confiance d'un pilote. Il doit se refaire. Et puis, avec une séance de qualification sous la pluie, mais c'était pas idéal pour vraiment venir rechercher sa confiance. 12e pour Albon. Quand on pense qu'il a passé très près d'aller en Q3, ben c'est quand même pas une mauvaise performance. Moi, je dis, s'il avait fallu qu'il saisisse cette opportunité-là et qu'il garde cette position-là, peut-être qu'on aurait pu marquer des points du côté de William. Gasly, 13e, Magnussen, 14e. Déception pour moi du côté de Haas. Je m'attendais à plus
On a des Ouais. voitures qui sont très rapides en ligne droite normalement. On l'avait vu en Autriche, donc d'arriver à Spa-Francorchamps et de pas être capable de faire mieux que ça, ben ça montre encore qu'il y a du travail à faire et que oui, on maîtrise bien les lignes droites, mais lorsqu'on arrive dans une série de virages rapides et de virages lents, surtout sur un long tour aussi. Quand on regarde un tour de 7,004 km, ben à ce moment-là, ça fait ressortir les petits défauts sur une voiture. Fait que je pense qu'il y a encore du travail à faire du côté de Az. Ça nous l'a bien montré. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu penses que c'est juste un cas isolé, là? Non, je suis quand même assez d'accord parce que aussi que le circuit de Spa-Francorchamps est quand même le circuit, le Red Bull Ring, c'est des circuits assez montagneux aussi, là. Donc, c'est des circuits, il y a beaucoup de dénivellation et tout. Peut-être que la météo, le type de force longitudinale, je vais y arriver, fonctionnait peut-être pas avec les caractéristiques de la Haas. On verra à Monza, parce que Monza aussi, c'est un circuit rapide, des bonnes lignes droites. On verra comment Haas vont se comporter là. Mais j'ai été déçu. Moi, je m'attendais peut-être un petit peu plus de Haas. Je m'attendais peut-être même que Hülkenberg réussisse à nous sortir une Q3. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc, petite déception, oui, du Non, côté de Haas. Puis Autriche, ça nous rappelle aussi, c'est un circuit, le tour est très petit, donc à ce moment-là, les Mhm, défauts ressortent moins. mhm. Fait que c'est un peu ça, là. Ensuite, Bottas, 15e, Tsunoda, 16e, mais lui, il avait une pénalité, donc 60 places de pénalité. Ouais. Mais, il partait quand même en fond de grille, mais 17e pour Sargent, 18e pour Hülkenberg et Joe n'a pas complété l'épreuve. En terminant, je te demande ton pilote de la journée, tu le remets à qui? Mon pilote de la journée, c'est Oscar Piastri que j'ai choisi comme étant le pilote de la journée. Belle performance. Écoute, aurait pu remporter le Grand Prix, certes, mais beau résultat dans l'ensemble. Je trouve qu'il a passé, c'est peut-être mon impression, moi, mais je trouve que dans cette course-là, il a passé Norris sous l'éteignoir. Je trouve il s'est carrément montré supérieur à lui dans cette course-là, Oscar Piastri. J'aurais pu mettre Hamilton aussi, qui a quand même fait un très beau Grand Prix. Il ne faut pas le négliger là-dessus. Mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, Oscar Piastri. Moi aussi, ça a été Oscar Piastri. Puis je donne la même chose que toi. Je pense que il voulait prouver quelque chose. Sa victoire a été un peu. Je suis content que Norris est revenu sur le dossier au cours du week-end de Mm. dire j'ai un peu enlevé la lumière sur la victoire de mon coéquipier. On en avait parlé, toi et moi, Ouais. lors du dernier podcast. Moi, je trouvais que c'était pas à saveur de victoire ce qui s'est passé pour Piastri. Et oui, oui, il y a eu McLaren là-dedans aussi, mais Norris aussi a eu une partie de ses torts là-dessus. Je pense que Piastri a voulu montrer ce qu'il est rendu. Puis c'est quelque chose qu'on dit, hein. La première victoire, t'enlèves un certain poids sur les épaules, puis ça te donne un excès pas un excès de confiance, mais je pense ça te fait tu te rends compte que tu es à un autre étape. Tu gagnes de la confiance à ça. Puis je pense que c'est ce qu'on a vu avec Piastri. J'ai vraiment hâte. C'est peut-être dommage qu'il y ait 3 semaines de pause parce que j'aurais peut-être aimé voir un Grand Prix assez rapide, de voir s'il continue sur cette lancée-là. J'ai trouvé Mm. que Piastri, oui, a très bien fait. Donc moi aussi, c'était le pilote de la journée. Mais oui, on peut pas passer sous silence la performance de Lewis Hamilton. Il avait les dents très longues. Il a senti l'opportunité. Il en fallait pas plus pour qu'il puisse au moins se positionner et être capable de récolter la victoire. Mm. On a fait une erreur chez Mercedes, puis à ce moment-là, ben, le bon vieux Lewis était là pour signer une 105e victoire. Je te remercie, Kevin, encore une fois. Toujours très apprécié d'avoir tes commentaires. Nous, on va se donner rendez-vous cette semaine. On va travailler sur Mhm. le bulletin. En gros, on va faire notre bilan mi-saison. On va être capable de donner des notes à tous les écuries et à tous les pilotes. Donc, ne manquez pas ça. Là, on va vous donner la date. Ça devrait être vendredi qu'on devrait être en mesure de publier ça. Donc, c'est pas de vacances tout de suite pour toi. Là. Commence pas à planifier des voyages quelque part. Là. Les pilotes de Formule 1 sont peut-être en vacances, mais toi, j'ai encore Mm. besoin de toi. Là. Ah ouais, mes vacances sont déjà passées. Ouais, c'est ça. Bon, ben, encore un gros merci. Puis, je te souhaite une excellente semaine. Puis, on se reparle jeudi pour préparer tout ça, pour être capable de fournir notre bulletin à nos auditeurs vendredi. Ben, c'était un plaisir, Martin. Merci beaucoup. Salut. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 29 juillet. Notre prochain rendez-vous sera vendredi pour notre bilan mi-saison. D'ici là, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux ainsi que sur Spotify et activer la petite cloche. Question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.